Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon dernier livre, ma 70e publication. Oui, ça fait beaucoup, mais la plupart, vous savez, sont très restreintes sur le plan de la taille, très petites. Ce sont des projets ambitieux, mais qui ne se déploient pas sur de nombreuses pages, généralement. Bon, il y a des exceptions, bien évidemment. Et là, il s'agit... Alors, comment le qualifier, ce livre? Est-ce que c'est une grosse nouvelle? Est-ce que c'est un petit roman? Est-ce que c'est un récit? J'ai du mal à le caractériser. Il fait 106 pages et le voilà la couverture. Et il s'intitule Les amoureux du pont Saint-Pierre. Alors, je vais vous expliquer en quoi il consiste. Et je dois dire d'ores et déjà qu'il ne s'adresse pas à des personnes lambda classiques, trop classiques du moins. Je dirais que les personnes classiques vont en comprendre une partie, mais l'essentiel risque de leur échapper. Alors, Les amoureux du pont Saint-Pierre, ce récit gay G-A-Y évidemment, sentimental et poétique, se déroule à Montluçon dans un contexte de vie après la vie. Alors, comme je suis quelqu'un d'optimiste, je pars du principe que notre vie terrestre a une suite et je ne peux pas écrire de livre pessimiste qui se termine mal et il y a toujours cette perspective de vie après la vie, ou bien on s'y trouve déjà, comme dans celui-là. Donc c'est un personnage qui vient de l'au-delà, enfin au-delà, pas dans la conception, dans l'acception habituelle qu'on peut en avoir, hein. Ce n'est pas forcément une référence religieuse, attention, hein. Il faut vraiment se méfier de ça. Je pense que la science nous fournira un jour une explication. Et donc, ce personnage arrive à Montluçon, où il a vécu. Alors, le livre est rédigé à la première personne, mais ce n'est pas moi. Je mets mes textes, souvent mes romans, à la première personne, parce que je ne comprends pas finalement qu'on se substitue au personnage. Je me dis, mais qui est ce personnage qui raconte, dit-il, répondit-il, s'exclama-t-il, etc. Ça ne m'a jamais paru logique. Je sais que c'est une convention littéraire qui est acceptée, mais moi ça me dérange, donc j'utilise le je. Et évidemment, je me réfère à des choses que j'ai vécues plus ou moins. Le personnage me ressemble en partie, mais ce n'est pas moi. Il ne faut pas tenir compte du fait que ce je signifierait que c'est moi. Donc, contexte de vie après la vie, un personnage qui vient de cet au-delà, mais qui n'est pas l'au-delà des religions, pas forcément du moins, qui peut avoir des points communs avec, mais pas intégralement certainement. Et donc c'est gay, c'est-à-dire que c'est une histoire homo, on va dire, une histoire amoureuse entre deux hommes, avec les aspects sentimentaux habituels, et j'ai plus axé sur le sentimental que sur le sensuel, hein, sur le sexuel. Le sexuel n'apparaît pas du tout dans ce roman, ou très peu. Et j'ai mis amoureux au lieu d'amant pour justement accentuer cet aspect sentimental et effacer, gommer en quelque sorte le côté sexuel de la chose que je trouve un peu préjudiciable pour la cause que je souhaite défendre grâce à ce livre finalement. Il se déroule à Montluçon. Pourquoi Montluçon? Parce que je connais bien cette ville quand même. J'y suis né le 18 janvier 1967 et j'aime beaucoup que le décor soit concret, que les personnages se déplacent dans des endroits connus, que j'ai connus, que j'ai découvert récemment ou pas d'ailleurs. Et là, les descriptions que je fais dépendent évidemment, sont reliés au vécu que j'ai pu avoir à Montluçon quand j'étais à Montluçon, on dit pas Montluçon, on dit Montluçon, quand j'étais beaucoup plus jeune, et j'ai également fait des visites récentes en 2021, en 2022 et les années qui ont précédé. Et voilà. Et j'insiste beaucoup sur un élément très important à Montluçon, c'est la cloche du vieux château, parce que le temps est très important dans mes livres, hein. Cette notion de temps est vraiment fondamentale, et vous pouvez comprendre pourquoi entre les lignes, ou pas d'ailleurs, mais c'est un livre quand même qui s'adresse à des personnes déjà anticonformistes et qui ne trouvera pas forcément beaucoup de lecteurs. Ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme, ou qui va laisser des lecteurs interloqués, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, mais ce n'est pas mal fait, ce livre, mais qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'on peut en penser, je n'en sais rien.
Voilà, je pense que beaucoup de gens vont avoir ce réflexe en lisant ce livre. Et d'ailleurs, je mettrai cette vidéo sur Amazon où il est proposé en e-book. Je fais des promotions d'ailleurs gratuites, mais il est proposé à 1,99 €. Hein, j'ai mis ce prix-là, bon, comme ça, hein, comme j'aurais mis autre chose, ce n'est pas essentiel pour moi. Je dirais que le prix est un engagement, c'est-à-dire que si la personne paye, on peut supposer qu'elle va lire le livre. Là, j'en ai vendu à peu près 2 gratuits, enfin il y a 2 lecteurs potentiels qui ont pris ce livre gratuitement, mais j'ignore s'ils vont le lire. Comme ils n'ont pas payé, il y a moins d'engagement. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on paye, il y a un petit engagement et on peut supposer que la personne va lire plus volontiers peut-être le livre puisqu'elle l'a payé. Donc la présentation me plaît beaucoup, j'aime beaucoup cette photo, je suis désolé. Et quand je regarde les livres gays, sentimentaux ou plus ou moins érotiques, il y a toujours des poncifs en couverture, que ce soit des hommes ou des femmes, parce qu'il y a aussi les livres lesbiens, les e-books et les livres réels en papier. Et il y a toujours des hommes hyper musclés qui passent au moins, je sais pas combien d'heures par jour dans une salle de culture physique. Je me pose la question, ce qu'ils font, hein, s'ils arrivent à travailler à côté. Et c'est l'équivalent un peu des romans à l'eau de rose, la série Harlequin, où on voit des femmes absolument superbes, sans défaut, sans rien, qui peut nuire à leur beauté. Et pareil pour les femmes, hein, on a la quintessence, mais la quintessence un peu normopensante de ce que doit être un homme ou une femme. Et moi, mes personnages, ils ne sont pas laids. Il y a un des deux dont mon héros qui vient de l'au-delà a été amoureux et est toujours amoureux, qui n'est pas laid mais qui ne correspond pas forcément pile poil à ces montagnes de muscles formatés que j'aime aussi, hein, il faut pas se leurrer, j'aime aussi ce genre de personnes, mais il n'y a pas que ça, on peut pas proposer des personnages interchangeables sur les couvertures qui sont tous pareils. Les premiers, on était content de voir de si beaux hommes, mais maintenant, il y en a trop. Donc on aimerait d'autres types physiques. Et j'ai fait des recherches, pas moyen de trouver autre chose quand on met littérature sentimentale gay, hein, essentiellement. Pareil pour les femmes, hein. Pour les lesbiennes, c'est pareil, hein. Il y a vraiment un gros problème. Alors, pourquoi j'ai voulu accentuer l'aspect sentimental? Parce que déjà, moi, la sexualité trop directe, ça me dégoûte. Ce n'est pas mon truc, comme on dit, hein. Ce n'est pas du tout, pour utiliser une formule un peu normopensante, qui va être comprise de tous. Et moi, je suis plus attiré par le côté affectif, sensuel, érotique, mais pas trop sexuel quand même. Et là, en plus, ça faisait 8 syllabes. Si je me trompe pas, je suis pas bien doué pour compter les pieds. Les amoureux du Pont Saint-Pierre, 8. Alors que les amants du Pont Saint-Pierre, ça en fait que 7. C'est moins joli, c'est moins euphonique. Et je me réfère à 2 titres. L'un que j'ai écrit en 2007, L'inconnu du lac de Guéry, pareil, le même rythme, et l'année dernière à Marienbad, le film d'Alain Resnais. Ça n'a rien à voir avec le film d'Alain Resnais, hein. Je n'ai pas le talent d'Alain Robbe-Grillet, ni celui d'Alain Resnais, hein. Ça je le saurais, je ne l'ai pas, même si j'ai beaucoup plus de talent que des auteurs du faux terroir lénifiant, que l'on voit notamment, entre autres, hein, aux éditions de Boré. Ça, c'est évident. Bon, j'ai plus de talent, plus d'ambition plutôt artistique, hein. C'est peut-être ça, plutôt, c'est pas une question vraiment de talent, mais d'ambition artistique. Et j'ai voulu, en fait, par ce livre, démontrer que être homo, ce n'est pas adopter une sexualité particulière. À tel point que, en écoutant certains Africains d'Afrique noire, donc, ils parlaient de sodomite. Et ben, j'en ai déduit que je n'étais pas homo. Ils n'ont pas compris ce que c'était le fait d'être homo. Ce n'est pas pratiquer une sexualité particulière, et on peut même être chaste tout en étant homo, enfin chaste, là j'emploie les tournures un petit peu de la religion dont on est un petit peu imprégné malgré tout, et ça n'a rien à voir, ils ne comprennent pas ça, une incompréhension fondamentale très forte de ce qu'est un homo. En fait, un homo, c'est quelqu'un qui, si c'est un homme, hein, au lieu d'être amoureux d'une femme, est amoureux d'un homme. Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est qu'il est discriminé encore aujourd'hui, et que le fait d'être avec 2 hommes ou 2 femmes, hein, parce que pareil pour les femmes, ça ne peut pas engendrer d'enfants, ou plus difficilement. Il faut passer par un système plus compliqué. Enfin bref, ce n'est pas pareil, hein. Il faut adopter, il faut peut-être, notamment.
Mais il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que, et d'ailleurs quand j'entends parler d'hétérosexuels ou d'homosexuels, enfin d'hétérosexuels qui parlent des homos, on a l'impression que l'homosexualité c'est une technique ou un art subtil, enfin ou quelque chose. Mais non, ils parlent d'une expérience homo au lieu de dire j'ai été amoureux d'un homme ou j'ai été amoureuse d'une femme. Ils disent j'ai eu une expérience homo. Non. Vous n'avez pas eu une expérience homo, ou peut-être si c'était strictement sexuel, mais vous avez aimé un homme ou une femme, voilà. Et ça c'est très grave, on n'insiste pas du tout là-dessus, et je me suis pas fait comprendre quand j'ai expliqué ça à plusieurs personnes. Il faut dire que ces gens étaient homophobes, hein, comme beaucoup de gens, hein. Je dirais pas la plupart des gens, mais beaucoup ne se rendent même pas compte qu'ils sont homophobes en disant ça. Non, c'est pas une expérience, sauf si on centre les choses uniquement sur le côté sexuel de l'homosexualité. Effectivement, c'est une expérience homo. On fait quelque chose de strictement sexuel avec une personne, mais j'ai du mal à imaginer qu'une relation puisse être strictement sexuelle. Il y a toujours un peu plus, hein, même dans le pire des cas. Voilà. Et donc, je veux démontrer finalement par ce livre que on remplace le personnage, il y a deux hommes là, on remplace ce personnage par deux femmes ou par un homme et une femme, et ben c'est pareil, à part qu'ils ne sont pas discriminés si c'est un homme ou une femme, ou pas de la même façon, parce qu'il y a aussi un problème de sexisme envers les femmes et envers les hommes, puisque les hommes sont également victimes du sexisme et ils en souffrent également. Ça on l'oublie trop souvent. Moi ça m'agace prodigieusement d'entendre ça. Et voilà, donc en fait, c'est une relation, ce n'est pas une expérience homo qu'on a, c'est qu'on est amoureux ou qu'on est attiré par quelqu'un, plus ou moins d'ailleurs, hein. Ça peut être une attirance qui est plus physique qu'intellectuelle. En général, c'est le mélange des deux, ça marche un peu, une relation. Et voilà. Et donc, ce livre ne s'inspire pas. Alors là, je tiens à le dire parce que j'ai une correctrice qui m'a parlé de Joséphine Ange Gardien. C'est vrai que dans plusieurs de mes livres, il y a le thème un petit peu de l'ange gardien. Si on renvoie ça à la mythologie chrétienne, mais ce n'est pas ça. Ça va au-delà de ça. Et d'ailleurs, je ne me réfère pas à des séries médiocres. Moi, je ne peux pas, enfin médiocres ou moyennes. J'ai des ambitions quand même quand je fais des choses cinématographiques, je me réfère à d'autres choses. Et là, je me suis référé, comme pour mon livre intitulé Mélodie interrompue, je me suis référé à un moyen-métrage de la série La Quatrième Dimension, qui est de 1963 et qui s'intitule Ring Ding Girl. Titre français Retour en force, et c'est un moyen-métrage avec notamment l'actrice, l'infortunée, j'ai envie de dire, une actrice qui aurait pu être très célèbre, qui a été nominée aux Oscars et qui a tourné notamment 2 films avec Otto Preminger, dans un grand rôle et dans un petit rôle également, et qui a très peu tourné, qui a très mal terminé sa vie, très jeune d'ailleurs, et c'est Maggie McNamara, voilà. Et donc ce moyen-métrage m'a paru extrêmement poétique, altruiste, vraiment c'est un chef-d'œuvre pour moi, malgré peut-être le fait que ça soit quelque chose de difficile un petit peu à appréhender et à comprendre. Voilà. Donc ne me dites pas que c'est Joséphine Ange Gardien, parce que ça serait la mythologie chrétienne, ce qui n'est pas le cas, même si on peut faire ce rapprochement, effectivement. Et voilà. Donc c'est un ouvrage que j'ai essayé d'écrire de façon soutenue, du moins dans les parties narratives. Alors il y a un des personnages qui s'exprime de façon un petit peu désinvolte, qui n'est pas très littéraire, et l'autre qui est beaucoup plus littéraire, le narrateur. Et donc je me réfère à mes entités habituelles. Vous savez que pour moi la mort, je l'ai symbolisée par une actrice de la période qualité française, une célébrité de la 4e République, une superstar de la 4e République, qui a été une des 10 actrices les plus renommées en France entre 1952 et 1960, qui dépassait même Marilyn Monroe dans le cœur des Français, j'ai envie de dire, et qui était, qui a parfois été première avec Michel Morgan notamment, hein. C'est Martine Carole qui symbolise la mort, mais une mort très très enjouée, très guillerette, qui est synonyme d'autre vie en fait, hein. Je me réfère beaucoup à elle dans mes livres, puisque
forcément, elle symbolise cette mort. Et il y a également des références à un compositeur que j'aime énormément, Giacomo Meyerbeer, qui a été le compositeur le plus renommé du 19e siècle, le plus commercialement rentable finalement du 19e siècle. Et aussi, je fais allusion notamment à Georges Solé, le créateur de Fantomètre. Vous savez que pour moi, je voulais faire d'ailleurs une vidéo là-dessus, Fantomètre en 1961, les exploits de Fantomètre, c'est un des livres majeurs pour l'évolution de la cause féminine en France. Hein. C'est enfin une héroïne qui est moderne, qui n'est pas chochotte, comme beaucoup de filles, notamment dans le Club des 5 ou le Clan des 7, qui sont nigaudes, qui sont froussardes. Non, ce n'est pas ça. Je vous en parlerai, je ferai une vidéo spécifique sur Georges Solé et notamment sur Fantomètre. Et je cite également des célébrités molussonnaises, notamment une professeure de solfège, qui était aussi prof de violon, me semble-t-il, qui s'appelle Suzanne Lépineux, que j'ai eu en solfège, elle était sévère, et elle lançait des répliques assez mémorables. Il y a d'ailleurs un prix Suzanne Lépineux à Montluçon actuellement pour récompenser de jeunes virtuoses, et c'est son fils, je crois, qui est à l'initiative de ce prix. Voilà donc ce livre, Les amoureux du Pont Saint-Pierre. Je relis le sous-titre, ce récit gai, G-Y évidemment, sentimental et poétique. Alors, je reviens peut-être brièvement là-dessus tout à l'heure, se déroule à Montluçon dans un contexte de vie après la vie. Alors, si vous n'avez pas cette attirance pour l'aspect poétique des choses, mais pas de la poésie sous forme de vers, hein, eh bien, vous perdez, je dirais, peut-être pas 80% de mes livres, mais 50% de leur intérêt. Ça va tomber à l'eau, vous n'allez pas voir où je vais en venir, notamment à cause de ça. Mais c'est pas de la poésie pour la poésie, c'est la poésie liée à la situation, notamment à la situation temporelle, avec le temps, la poésie du temps, la situation amoureuse. Et peut-être que la vraie vedette de ce livre, c'est la cloche du vieux château, qui est vraiment emblématique de la ville de Montluçon. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.